Une odyssée n'est pas un périple que l'on choisit par confort. C'est un mouvement, quelque chose qui oblige à quitter. Diriger, c'est souvent cela. Quitter un cadre qui rassurait, quitter une image de soi dans laquelle on s'était reconnu, quitter une manière de faire qui fonctionnait. Je suis Anastasia Feuerstein, adhérente et présidente du club APM Strasbourg. Je dirige des structures académiques, je suis auteure et conférencière. Et si je suis là parmi vous cet après-midi, c'est parce que l'APM m'a appris tant de choses précieuses. Que l'on peut chercher sans être seul, que l'on peut trouver si l'on décide d'être accompagné, et surtout que l'on peut diriger sans tout savoir. Alors on parle beaucoup de cap, de vision et de stratégie. Mais on parle beaucoup moins de ce que cela coûte intérieurement, de tenir la barre lorsque le paysage change, lorsque les repères se brouillent et lorsque la boussole tremble. Être dirigeant, c'est monter à bord sans promesse de mer calme, sans certitude sur l'horizon, ni même sur la durée de la traversée. Vous savez, quand les cartes si bien dessinées ne représentent plus le territoire, quand les forces d'hier se font poids aujourd'hui et quand vos convictions prennent l'eau, mais qu'il faut continuer d'avancer. Le dirigeant écoute l'autre, oui, bien sûr. Mais écoute-t-il ce qui en lui résiste ou insiste? Être leader, c'est changer le cap du voyage sans en changer le sens. Mais c'est peut-être aussi comprendre que persévérer n'est pas toujours continuer et que tenir consiste parfois à lâcher. Mesdames et messieurs, la scène APMX ouvre un espace pour ces témoignages-là. Un espace où l'on ne raconte pas les trajectoires idéales, mais des déplacements réels. Vous allez entendre des dirigeantes et des dirigeants parler de déplacements profonds. Pas de ceux que l'on inscrit dans le bilan ou dans le tableau de performance, mais ceux qui changent durablement votre manière de diriger, de décider, de faire confiance et peut-être pour la première fois de se regarder. Et parmi nous, cet après-midi, s'invitera peut-être une question. Quel capitaine suis-je devenu à force de traverser les tempêtes ? Mais une odyssée n'est pas faite que d'épreuves, elle est faite de vents porteurs, de courants qui vous mènent plus loin que prévu et de cet instant où la mer s'ouvre enfin à vous. Et dans cet instant rempli d'élan, d'audace et de courage, vous redécouvrez la joie de diriger. Mesdames et messieurs, embarquez avec moi, que la passion nous guide, bienvenue sur la scène de l'APMX. Et pour commencer ce soir, Audrey Régnier a une énergie entrepreneuriale presque contagieuse. Entrepreneur dans l'Ouest, elle dirige une entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication d'aiguilles de mercerie. Un savoir-faire discret mais essentiel, présent dans des millions de foyers. Mais Audrey Régnier, c'est aussi une énergie collective. Elle préside aujourd'hui le réseau Femmes et Challenge, où elle défend avec conviction, audace et engagement la place des femmes dans l'entrepreneuriat. Et merci. Elle est fougueuse, elle est authentique et elle est sincère. Mais ces dernières années, la vie ne l'a pas tout à fait ménagée. Entreprise, responsabilité, engagement, vie personnelle, parfois tout se mélange, tout se bouscule et les frontières deviennent un peu plus poreuses.
Elle vient nous raconter les 3 mois les plus tourmentés de sa vie, une période où tout s'en mêle, et l'on apprend aussi quelque chose d'essentiel, assumer qui l'on est, sa différence, sa créativité et sa singularité, pour enfin retrouver le courage de se ressembler soi-même. Un récit sans filtre, plein de sincérité et d'humour. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, Audrey Régnier. J'ai acheté mon entreprise comme on achète une nouvelle paire de chaussures, détendue et convaincue que ça allait être confortable. 2 janvier 2018, 31 ans et demi, enceinte, je venais juste d'accoucher de 3e, pardon. Avec mon mari Fabien, on achète l'entreprise Bohin, qui est le dernier fabricant français d'aiguilles à coudre et d'épingles, spécialiste en mercerie haut de gamme et entreprise dans laquelle j'étais salariée depuis 6 ans. La seule chose qui me fait stresser, avant que ça devienne officiel, c'est mon entourage qui me dit « Audrey, maintenant que tu vas devenir PDG, tu dois en imposer. » Et ma première réaction a été de refaire ma garde-robe. J'ai rangé au placard les moumoutes à poils, les grosses boucles d'oreilles colorées, les sacs à main en forme d'ananas, et j'ai acheté un manteau noir très élégant, des robes près du corps, des collants, des talons, même des perles. Je devais avoir le look de la PDG sérieuse. Sérieuse et parfaite. Ne pas passer pour une débutante. Alors cette première semaine en tant que dirigeante, j'ai relu tous mes mails 4 fois pour être sûre que chaque mot fasse mouche. J'ai signé AR pour me donner de la contenance. Quand je marchais dans les couloirs, évidemment, je claquais des talons et je bombais le torse. Et j'ai appris par cœur le chiffre d'affaires de tous mes clients à l'euro près. Et ouais, les mecs, c'est ça une PDG qui en impose. 2e semaine en tant que dirigeante, toujours la fleur au fusil. Je me dis même, c'est quand même pas bien compliqué d'être dirigeante. Spoiler, le karma m'a rattrapé, vous allez voir ça. Mais c'est vrai que quand je rachète l'entreprise Bohin, elle a une petite croissance tous les ans, des clients ancestraux, une équipe bien établie, 185 ans d'histoire et puis un nom très connu. Mais c'est vrai aussi que quand on rachète, on explique à l'équipe qu'il va falloir booster le savoir-faire français, qu'il va falloir intensifier l'export, qu'il va falloir redorer l'image de cette belle endormie, qu'on va devoir rattraper le retard dans le digital et puis qu'on va devoir diversifier le risque client. On explique un plan sur 3 ans. On a eu 9 jours. Parce que 9 jours après le rachat, je pars me présenter à notre premier gros client. Et là, il m'annonce le déréférencement progressif de quasiment la totalité de nos produits. 28% du chiffre d'affaires qui s'envole. C'est un peu comme si tu pensais avoir acheté une paire de Jimmy Choo et tu te retrouves avec les tongs du marché qui ne tiennent pas un été. La semaine d'après, notre 2e et 3e plus gros client qui nous annonce gel des commandes, difficulté de paiement. La même semaine, notre plus gros fournisseur français nous appelle et nous dit « J'en ai marre, je prends ma retraite à la fin du mois ». En moins d'1 mois, j'ai perdu la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise, 2 millions d'euros. On part alors faire une tournée des autres clients. Et là, le constat est unanime. Ils profitent du changement de direction pour nous dire « Écoutez, vous êtes gentils, hein, et vos produits sont vraiment super, mais vous ne faites pas envie, vous n'êtes pas dynamique, pas offensif, pas sexy. On ne développera pas vraiment ensemble. » C'est l'hécatombe. L'équipe est KO debout. Ils pensent plan social. Ils ont raison. Mais moi, je ne peux pas leur dire qu'ils ont raison. Je suis obligée de me montrer rassurante. Je vais même jusqu'à leur dire « Mais non, c'est une bonne chose. Ça lève les barrières qu'on s'était mises. » Alors qu'intérieurement, c'est la panique. Ça fait 1 mois que je suis dirigeante et je suis au bord de la faillite. J'ai honte. Au même moment de ma vie, je manque de perdre un de mes enfants. Je suis maman de 3 petits garçons à l'époque qui ont moins de 5 ans. Et mon petit dernier, 8 mois, fait une défaillance générale. 4 séjours à l'hôpital à 1h30 de la maison, le soir à son chevet, et puis le matin à revenir enfiler le costume de la PDG pour soutenir tout le monde. On a réussi à le sauver in extremis fin février.
Il est parti après en quarantaine, mais il est vivant et aujourd'hui, tout va bien. Un mois après, merci. Un mois après, notre directeur commercial décède brutalement. On est fin mars. On avait acheté l'entreprise à la seule condition que lui nous suive. Il faut soutenir les collaborateurs, parce que c'est le choc, les pharma, on ne comprend pas. Il faut encaisser les on-dit, tout le monde a une idée et une raison. Et puis, il faut que j'arrive à gérer mon propre chagrin. Vous êtes arrivé à ce moment de l'histoire où vous vous dites, alors elle, c'est vraiment le chat noir de la reprise. Hein. Bon, clairement, oui, vous avez raison. Parce que vous imaginez bien qu'à ce moment de ma vie, j'ai plus de repères, plus de stabilité, plus de croyances. Et pourtant, abandonner n'a jamais été une option. Il fallait que je rembourse les banques. Je ne voulais pas être un modèle d'une maman abattue pour mes enfants. Je devais soutenir mes collaborateurs, vous avez compris pourquoi. Et puis, j'avais emmené Fabien dans cette galère. Avec lui, on a bossé comme des malades jour et nuit pour sauver la boîte. Heureusement qu'on est fusionnel. Hein. On a digitalisé l'entreprise. On a commencé à parler de e-commerce alors que tout le monde nous prenait pour des fous. On a fait rentrer les codes de la haute couture dans un secteur considéré comme désuet. On a changé de look à 100% en 8 mois. 3000 références, 150 fournisseurs, un exploit. On a tout fait à l'instinct, à la sueur, avec une seule doctrine. Arrêtez de regarder ce que font les autres. On fait à notre image, authentique, sympathique, décalée. On a flirté avec la vitesse, avec la survie. Tout ça sans drogue. Poliment, on en a bavé. Un an après ce départ catastrophique, on dévoile la nouvelle image sur notre plus gros salon à Cologne, en Allemagne. On sait que c'est qui tout double. Hein. Les portes du salon ouvrent, le cœur bat, et on attend, on attend, on attend. Ça peut être très long, hein. On attend. Et arrive une masse de personnes sur notre stand qui ne désemplit pas pendant les 3 jours. C'est un énorme succès. En fait, on a changé, non pas pour effacer le passé, mais pour s'assurer d'un avenir. On a eu d'autres drames et trahisons, mais je m'arrête à un moment donné 2 minutes. Merci Covid. Et je me rends compte que moi aussi, j'ai profondément changé. Je n'ai plus de temps à perdre à jouer un rôle. Je me rends compte que je suis devenue ultra sincère, même si ça perturbe. Je n'ai plus jamais collé d'étiquette sur personne. J'ai accepté d'être différente. J'ai accepté d'être excentrique. J'ai accepté de suivre mon instinct. Et puis surtout de me recentrer sur l'essentiel, Fabien, les enfants. Et sans me rendre compte, mais vraiment sans me rendre compte, j'avais remis mes moumoutes à poil. Chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Et puis franchement, quel gain de temps et d'énergie le matin quand t'as rien d'autre à enfiler que ton tempérament. Enfin, façon de parler, mettez autre chose, ça ferait un peu désordre. Hein. Tout ça pour vous dire qu'en fait, on s'en fiche du costume. Ce qui compte, c'est votre authenticité dans la tempête. Mais parfois, un look peut se révéler une arme redoutable. Janvier 2020, le savoir-faire bohain est sélectionné pour représenter le département de l'Orne dans une grande exposition à l'Élysée. Moi, j'arrive toute petite avec mes aiguilles, les autres, ils sont avec leur rame de tramway dans la cour. Hein. Et je me dis, ok, il va falloir que tu arrives à être visible par rapport à ces mastodontes. Je réfléchis et je me dis, tous les hommes, ils vont arriver en costume noir. Toutes les femmes, elles vont mettre la petite robe chic noire qu'on mettrait bien à l'Élysée. Donc, j'achète une robe rouge léopard. Je vous assure que je rentre dans le salon de l'Élysée. Bingo, elles sont toutes en noir. Je suis en robe rouge léopard. Le hasard fait que je me retrouve au premier rang de l'allocution du président. Vive la République, vive la France. Il sort de son pupitre. Il se dirige aussitôt vers moi, me tend la main et me dit « Bonsoir, comment allez-vous » Et là, attention, cours magistral, ma réponse « Bien, et vous ?» La réponse nulle, comme si que le président allait me répondre. Alors, ça tombe bien que vous me demandiez, parce que je me suis froissé un nerf hier, mais alors ce soir, je pète la forme. Non, mais franchement, non, mais la manipulation de la robe a fonctionné, mais j'ai foiré ma réponse au président. Alors, il faut savoir qu'un président dans une soirée, hein, c'est pire que du miel. Hein. Tout le monde s'agglutine autour du président, mais eye contact, une deuxième fois, et j'arrive à le retrouver.
J'arrive devant lui, et je ne sais pas pourquoi, je prends ma pochette d'aiguilles, je lui mets devant les yeux, et je lui dis, sans les aiguilles Bohin, nous serions tous tout nus. Il éclate de rire, me met la main sur l'épaule et me dit « Mais c'est vrai, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et j'avais toujours rien préparé. Donc vous vous doutez bien que je ne suis toujours pas le fournisseur officiel du service tapisserie d'ameublement de l'Élysée, mais mon entreprise va très bien aujourd'hui. Au final, on n'a jamais fait de plan social. Mes collaborateurs sont super et sont en forme. Je suis toujours mariée avec Fabien et amoureuse. Nos collections cartonnent, on est même copiés, c'est le début du succès. On a ouvert notre bureau aux États-Unis en janvier, et dans 2 mois, on ouvre un nouveau centre logistique à 2 km de l'usine historique. Bref. Tout ça pour vous dire 2 choses. Premièrement, préparez-vous à rencontrer le président, on ne sait jamais, ça peut arriver vite. Deuxièmement, tirer à 4 épingles ou full paillettes, et si finalement être soi-même, c'était ça être une PDG qui en impose. Merci. Merci Audrey, quel témoignage pétillant. Alors il arrive parfois dans une trajectoire de dirigeant que tout s'accélère. Les responsabilités, les décisions, la pression permanente, jusqu'au moment où le corps et l'esprit disent simplement « stop ». Vincent Huot a traversé cela. Dirigeant dans le bâtiment, dans l'Est de la France, il a longtemps porté les exigences du développement, les responsabilités humaines et économiques que suppose la direction d'une entreprise. Et puis il y a eu le surmenage, le doute, une fatigue profonde que beaucoup connaissent, mais dont on parle encore trop peu. Alors il a pris le large, littéralement. Une traversée de l'Atlantique en équipage. Mesdames et messieurs, Vincent Huot, Club des Vosges. La vie, parfois, nous offre de beaux cadeaux. J'ai eu la chance de vivre une odyssée transformante, non pas celle de l'APM, mais celle d'une navigation avec 5 amis à travers l'Atlantique. Traverser l'Atlantique. Un rêve de bobo ? Peut-être, mais pour moi, alors que je venais de traverser d'énormes difficultés avec une de mes entreprises, c'était pour moi l'occasion de me retrouver, d'ouvrir un nouveau chemin de transformation. Et c'est de ce chemin de transformation que j'ai décidé de vous parler aujourd'hui. Tout a commencé lors d'une soirée avec mes 5 amis. Ce soir-là, alors que nous étions un peu grammés, il y en a un qui s'est exprimé. Et si on traversait l'Atlantique à la voile ? Désormais, il ne s'agissait plus uniquement de le dire, mais désormais de le faire. Il nous aura fallu plusieurs années pour réunir notre budget, trouver notre bateau, préparer l'équipage, des années pour apprendre, pour oser sortir de notre zone de confort et faire face à notre risque. Et désormais, pendant cette période de préparation, une dynamique contagieuse nous habitait et ne nous quittait plus. Ressentir, identifier le besoin, l'imaginer, le rêver, le rendre possible, n'est-ce pas là la quête essentielle de tout dirigeant ? Nous sommes le 2 décembre 2016, un sourire radieux se lit sur les visages des marins. Nous y sommes
nous tenons notre départ. Nous larguons les amarres de Grande Canarie à 13h15, cap vers la Martinique. C'est l'intensité de ce moment qui m'a beaucoup touché. Ce moment où les années de préparation s'ouvrent désormais à un avenir, celui de la confiance que je vais remettre en les hommes de l'équipage, et au bateau et aux éléments. Je passe du rêve à la réalité. Et vous? Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois cette bascule? Nous l'avions rêvé, nous étions partis, ok. Maintenant, le plus dur restait à faire, vivre l'aventure. Il était impossible pour nous d'imaginer que cette traversée puisse remettre en question notre amitié. Potes au départ, nous serions potes à l'arrivée. En effet, vivre sur un bateau de moins de 30 mètres carrés à 6 pendant 3 semaines sans mettre le pied à terre, ça ne pouvait pas s'improviser. On a donc décidé de sécuriser nos confrontations émotionnelles. Avec Richard, notre coach, nous avons construit notre cadre de vie, les règles de sécurité, règlement intérieur, les règles de quart. Et puis, nous avons découvert un nouveau dispositif que l'on a appelé Pépito. Pépito, comme un mot magique qui, lorsqu'il était prononcé sur le bateau, mettait fin immédiatement à toute escalade émotionnelle entre les marins. Et le soir, nous avions posé également un rituel qui permettait de passer la parole et de revenir sur les pépitos du jour, avec bien entendu l'objectif de les réguler. J'ai pu constater que cet outil était ultra précieux, et notamment lorsque ce qui était prévu ne se passait pas comme prévu. Et je me souviens, on était au large du Cap-Vert, et d'un seul coup, on découvre une avarie de notre gouvernail, ce qui a mis sérieusement en question la sécurité du bateau. Donc, après analyse, on a la possibilité de nous rendre aux îles du Cap-Vert pour réparer. Néanmoins, c'est avec 48 heures, avec une barre franche directement enclenchée sur le gouvernail, et sachant que c'est un dispositif très précaire. Après avoir mis le pied sur terre, j'ai senti le doute s'installer dans le groupe, au point que certains marins ne voulaient plus continuer l'aventure. Ce tour météo du soir est mémorable. Effectivement, ce soir-là, nous avons pu exprimer nos peurs, nous avons pu les partager et surtout les réguler de fait que 48 heures après avoir réparé, nous sommes repartis à 6 marins. J'ai toujours fait du 1 + 1 = 3 mon idéal de performance collective. Faire en sorte que un individu plus un individu, lorsqu'il se rencontre, il puisse apporter une valeur ajoutée et non pas se neutraliser ou se détruire. Quel bonheur en tant que dirigeant quand vous êtes porté par cette dynamique du 1 + 1 = 3. Au cœur de la nuit, quelque part au milieu de l'Atlantique, les étoiles sont là pour accompagner ce moment unique où je suis à la barre d'Eos, notre compagnon de traversée,
alors que mes 5 équipiers se reposent. C'est dans ces conditions très particulières que je viens de terminer le livre de Charles Pépin, Les vertus de l'échec. Alors, les épreuves me remontent et résonnent en moi. À quoi bon avoir repris cette entreprise en 2008, 2 mois avant la crise des subprimes? À quoi bon avoir galéré 7 ans de galère, pour finalement traverser sauvegarde, sortie de sauvegarde, redressement, liquidation, et avec en prime 6 mois de burn-out? Il est gentil, Charles Pépin. Mais en quoi cet échec pourrait-il être vertueux alors que j'ai traversé tant de souffrances? Peut-être avais-je quelque chose à comprendre, à transformer. Et finalement, la clé de ma transformation se situe à cet endroit. Faire face, accepter l'échec et au final ouvrir de nouvelles voies transformantes. Aujourd'hui, je lance un nouveau projet de navigation pour dirigeants en quête de cette clé de transformation. Désormais, pour cette nouvelle aventure, je suis un autre homme, conscient de mes forces, mais également conscient de mes fragilités. Confiant, j'ai appris à cultiver l'essentiel, faire équipage avec moi-même, faire équipage avec les autres, en cohérence avec les vents de la vie. Je vous remercie. Je dédie ce récit à Fred Marin-Deos, qui nous a quittés l'année dernière. Après ce récit si émouvant, dont on a bien pris la mesure aussi, je vais vous présenter la prochaine dirigeante. Pendant plus de 20 ans, Isabelle Calvar-Madec a construit une carrière internationale chez Adidas, occupant des postes de direction au cœur d'un groupe emblématique du sport et de la performance. Un univers exigeant, compétitif et où l'ambition est souvent une évidence. Mais derrière les trajectoires impressionnantes se cachent parfois des questions un peu plus profondes. Qu'est-ce que réussir vraiment? Qu'est-ce qui nous met en mouvement? Et surtout, à quel moment s'arrête-t-on pour se demander si l'on est encore aligné avec ce que l'on fait? Isabelle a choisi de se poser ces questions. Avec lucidité, elle questionne le sens de l'ambition, la notion de réussite et ce qui, au fond, fait la durabilité du parcours. Une durabilité dans ses choix, dans son engagement et dans la relation qu'elle entretient avec elle-même. Car au-delà des titres et des responsabilités, il y a un concept simple mais essentiel. De quoi peut-on être réellement fier? Un témoignage qui va bousculer certaines évidences, qui invite à prendre du recul et à regarder autrement vos trajectoires. Mesdames et messieurs, Isabelle Calvar-Madec du club APM Strasbourg, Cathédrale, nous rapporte l'ambition de dire non. Un matin, j'arrive au bureau, a priori rien d'inhabituel, café, mail, réunion, et pourtant une atmosphère étrange. Roland,
le vice-président Europe d'Adidas demande à me voir. Qu'est-ce qui se passe? Le DG est parti, maintenant, définitivement. On a besoin de quelqu'un pour tenir la barre, le temps de recruter son successeur. Ce quelqu'un, c'est toi. Et voilà comment moi, directrice marketing depuis 2 ans, après avoir gravi tous les échelons, je suis devenue, du jour au lendemain, DG par intérim d'Adidas France. 6 mois plus tard, les résultats sont là. Roland me propose officiellement le poste. Une marque iconique qui, parmi vous, ne connaît pas Adidas. Un poste de DG quand même. Une reconnaissance énorme des clients, des équipes et des connexions avec le monde du sport. Imaginez, dîner avec Zidane, travailler avec Tony Estanguet et échanger avec Olas. Ce n'était pas encore autant de sa politique. Difficile de dire non. Tout coche les cases du succès, tel qu'on se l'imagine souvent. Et en tant que femme, dans un univers qui est encore très masculin, certains me regardent comme un trophée de modernité, me disent « Vas-y, pour une femme, fonce, c'est une opportunité en or !» Comme si une opportunité devenait automatiquement un destin. Et pourtant, quelque chose m'interroge. Ça n'est pas rationnel, c'est une autre forme d'intelligence, d'expérience, de signaux faibles, de valeurs. Elle m'a souvent guidée dans ma carrière. Ah, c'est le micro qui ne marche pas. Bon. Ça va mieux, là? C'est les boucles d'oreilles. Alors, on va tout enlever. Les boucles d'oreilles, le micro, et voilà. Donc, je reprends. Et pourtant, quelque chose m'interroge. C'est pas rationnel, donc c'est une autre forme d'intelligence qui m'a souvent guidée dans ma carrière et qui m'a aidée à prendre un certain nombre de décisions. C'est très désagréable parce que rationnellement, tout dit oui, mais moi, intérieurement, j'entends non, et très fortement. Ça vous est déjà arrivé? Un choix professionnel, une relation, une opportunité a priori parfaite sur le papier, et pourtant, notre corps, notre instinct, nos émotions disent autre chose. C'est très désagréable. Comment faire confiance à cette petite voix? Le problème, ça n'est pas l'intuition, c'est le silence qu'on lui impose, parce qu'elle nous rend vulnérables. On ne peut pas s'empêcher de se demander « et si je me trompais ?» parce qu'on ne sait pas l'expliquer. Et parce que parfois même, certains la prennent comme une marque de faiblesse. « Tu te sous-estimes, tu manques d'ambition. » Alors, comment répondre? Je ne le sens pas vraiment. Pendant ces 6 mois, j'observe, j'écoute beaucoup. Je découvre une autre réalité du poste. Le rythme et les responsabilités, j'y suis prête, j'en ai même envie. Mais le rôle de représentation et ses absences répétées, la dimension politique et les reportings tactiques qu'elle impose, ça n'est pas pour moi. Je ne me suis pas demandé est-ce que j'en suis capable, je me suis demandé est-ce que c'est juste, est-ce que j'en ai vraiment envie. C'est pas évident parce que c'est pas des questions qu'on nous apprend à nous poser. On nous apprend à être performant, pas toujours aligné, à être brillant, pas forcément lucide, à réussir, mais pas toujours à nous réaliser. Alors oui, j'ai dit non. Pas par peur, mais par conviction. Roland ne me croit pas, le fameux vice-président Europe. Il pense que c'est une négo. Que veux-tu d'autre? Lui, dans sa tête, il a des chiffres, hein. Un bonus, un salaire, une plus grosse voiture. Il négocie un package. Moi, je ne suis pas du tout au même endroit. Je n'essaye pas d'avoir plus, j'essaye de préserver quelque chose de rare. Un équilibre invisible sur un contrat qui ne se rachète pas, avec d'un côté une vie professionnelle qui me stimule et me donne envie de me lever tous les matins, et de l'autre une vie personnelle qui ne soit pas une variable d'ajustement. Des soirées avec mon chéri où je suis vraiment là et pas en transit, des dîners avec mes amis et des câlins du soir avec mes enfants. Dire non à un poste de rêve, c'est presque un acte subversif,
parce que j'ai été conditionnée, je pense comme vous, à croire que la réussite, c'est toujours plus haut, plus grand, plus visible, et que changer ce modèle, ça dérange. Autour de moi, certains me disent « tu vas le regretter, ça ne se reproduira pas 2 fois », pression maximale pour me faire douter. Suivre ce modèle pendant mes premières années professionnelles, ça a été le cas. J'ai commencé de junior à senior, de responsable à directeur, être dans le CODIR, avoir une voiture de fonction, tous ces éléments qui vous renvoient de la réussite. Pour prendre confiance en moi, j'avais besoin de la reconnaissance de l'organisation et des autres. Mais la réussite, ça n'est pas toujours plus. On confond souvent réussite et progression. Il y a beaucoup d'autres manières de réussir. Réussir à s'écouter, réussir à être cohérent avec soi-même, réussir à tracer son propre chemin et pas forcément suivre celui que les autres attendent de nous. Dire non à ce poste, pour moi, ça n'est pas un renoncement. C'est juste le choix d'une ambition différente qui ne se mesure pas uniquement à la hauteur d'un titre, mais à l'équilibre de vie, au sens et à l'impact que j'ai envie d'avoir. Dire non à ce poste, ça ne me paraît pas une décision exceptionnelle. Elle me paraît juste. Et dire non à ce poste, c'est me dire oui à moi. Et c'est ça ma définition de la réussite aujourd'hui. Réussir à choisir et pas seulement à être choisi. Vous y arrivez? Moi, j'avoue que je trébuche encore. C'est pas facile, mais c'est un chemin important et j'ai envie de continuer. Dire non à ce poste a ouvert un chemin incroyable. Depuis, j'ai créé mon propre cabinet de conseil, une petite structure, volontairement, simple, libre, un espace où je mets toute mon expérience au service de dirigeants brillants, mais souvent seuls face aux doutes. Des dirigeants qui veulent retrouver du sens, de la clarté et une stratégie. Le moment que je préfère, c'est ce moment où tout bascule, où le regard s'illumine, la confusion s'apaise, et tout le monde commence à avoir une stratégie qui se dessine. Pas une stratégie théorique compliquée, une stratégie claire, actionnable et vivante qui leur ressemble. C'est ça mon métier aujourd'hui, aider les dirigeants à agir et pas subir, à voir plus clair, à choisir leur propre chemin de progression et bien sûr à embarquer leurs équipes. Et vous savez quoi? Je m'éclate vraiment. Alors bien sûr, il y a eu des moments plus difficiles. Le jour où mon ordinateur a décidé de me lâcher et que j'ai réalisé que je ne pouvais plus appeler le support au 3318, mais aussi les premières présentations face à des prospects, seuls, sans logo mythique derrière moi, sans carte de visite qui impressionne, juste moi. Mais il y a aussi une continuité incroyable. Comme un élan, Adidas est devenu mon premier client, mes collègues m'ont recommandé, ouvert des portes. Et pas à pas, un business solide et humain s'est construit. Il existe aujourd'hui depuis plus de 10 ans. Ce chemin m'a offert aussi quelque chose de très précieux. J'ai pu être là pour mes 3 enfants, Colline, Maïna et Milo, vraiment là, les voir devenir eux-mêmes et partager avec eux ces moments minuscules et pourtant essentiels, ceux qui ne se rattrapent pas. J'ai pu aussi continuer à m'engager dans des projets associatifs qui comptent pour moi et construire autour de moi un cercle amical solide. Et aujourd'hui, je suis fière d'avoir construit une réussite qui ne m'a pas éloignée de qui je suis, mais m'y a ramenée. C'est ça, ma vraie réussite. Alors, si nous devons retenir une seule chose de cette histoire, c'est ceci. Il y a une voix en nous, qui voit clair avant nous, qui voit même dans le brouillard. Cette voix, écoutons-la. Le courage, ça n'est pas de dire oui à ce que tout le monde admire. Le courage, c'est de dire non à ce qui ne nous ressemble pas. Alors, si vous devez choisir un jour, choisissez-vous, toujours. Parfois, dire non, c'est se dire oui. C'est ça, la vraie ambition.
Merci Isabelle pour cette nouvelle lecture de l'ambition. Nous vous proposons en guise d'interlude un petit moment suspendu de poésie. Appréciez un morceau de violoncelle avec notre musicien Bertrand Séné.
Quel moment de grâce, merci beaucoup. Pour poursuivre, Patrick Castagnier fait partie des dirigeants dont le parcours traverse les continents et les transformations. Depuis plus de 30 ans, il évolue dans l'univers exigeant des grandes organisations internationales. Chez Pernod Ricard notamment, il a occupé les responsabilités commerciales et les directions en Europe, en Afrique et en Asie, jusqu'à diriger aujourd'hui les activités du groupe en Thaïlande. Un parcours riche, marqué par la conduite du changement, le développement des équipes multiculturelles et le pilotage d'organisations dans des environnements instables ou en mutation. Mais Patrick Castagnier, ce n'est pas seulement un dirigeant international, c'est aussi un coach, un homme de transmission et un membre engagé de l'APM Bangkok. Car derrière les trajectoires professionnelles importantes, il y a parfois aussi des moments qui changent tout. Des moments qui vous obligent à vous arrêter, à regarder autrement votre parcours, vos choix et même un petit peu votre vie. Le récit qu'il vient partager aujourd'hui est tout simplement bouleversant. Un récit intime, puissant, mais aussi profondément éclairant. Parce qu'au-delà de l'épreuve, il ouvre des perspectives nouvelles sur d'autres façons de voir le leadership, la réussite et la perception de la vie. Je suis absolument certaine que ce témoignage fera écho à beaucoup d'entre vous. Merci d'accueillir Patrick Castagnier qui voyage depuis le club APM Bangkok. Yangon, Birmanie, 1er février 2021. Je me réveille, je prends mon téléphone, je l'allume, aucun signal, aucun message, rien. Juste le silence. Quelques heures plus tard, on frappe à ma porte. Mon comité de direction birman est là. Ironie de la scène, l'un d'entre eux porte un sac d'orange entre les mains. Il m'annonce froidement: il y a eu un coup d'État militaire dans la nuit, toutes les communications sont coupées, l'état d'urgence est décrété. À cet instant, j'ai vu un des visages du changement, celui qui ne prévient pas, celui qu'on ne choisit pas, celui qui s'impose à vous. Peu à peu, les rues se vident à Yangon, les rafles militaires s'intensifient, le silence s'installe et la peur aussi. Je me souviens encore de leur naïveté, enthousiasme dans l'entreprise. Cela me faisait sourire. Aujourd'hui, cette insouciance force le respect. Je reçois, dans cette atmosphère pesante, une vidéo de mon assistante. On y voit une jeune fille, debout, souriante, en train de manifester, un t-shirt marqué « Tout est OK ». Vraiment ? Soudain, le sifflement d'une balle. Sa tête bascule, elle s'effondre. Elle s'appelait Angèle, elle avait 19 ans. À cet instant, j'ai pleuré, tout simplement, comme un être humain. Tous mes propres problèmes me paraissaient dérisoires. Les projets, les plans de réorganisation de la joint venture se vidaient de leur sens. Tout me paraissait absurde. Et cette injustice me terrifiait, me peinait et me révoltait. Mais que faire ? Loin de ma famille, seul, dans cet appartement, entouré de vide et de silence, je vivais cette transformation en moi. Et j'ai compris ceci. Le vrai changement, ce n'est pas l'événement qui vous arrive, c'est ce qui se passe en nous quand tout s'écroule autour de vous. Bon, je vous ai un petit peu plombé l'atmosphère, mais ne vous inquiétez pas, tout ne va pas être comme ça. Membres de l'APM, bonjour. Je suis ici devant vous pour partager un parcours où le changement
a frappé à ma porte, alors parfois de manière voulue ou subie. Vous êtes tous dirigeants, et si vous êtes membre de l'APM, c'est que vous vous voyez certainement comme des catalystes, des acteurs de la transformation de vos organisations. Et si cela commençait par soi-même? J'ai vécu et travaillé en Europe, en Afrique, en Asie, et partout, j'ai observé la même chose. Le changement s'accélère. En revanche, la transformation est plus rare. Parce que le changement, c'est ce qui se passe autour de nous, alors que la transformation se vit à l'intérieur, dans notre tête et dans notre cœur. Avec le temps, j'ai compris qu'il y avait 3 forces invisibles propices à cette transformation intérieure. La première, c'est le silence. Quand tout s'arrête, une autre voix peut enfin se faire entendre. Un espace fertile qui permet un alignement entre ce que vous voulez être, ce que vous êtes et ce que vous faites. Depuis, j'ai rendez-vous avec moi-même, je fais une pause, dans le silence, c'est dans mon agenda. 1 à 2 fois par semaine, pas plus. La deuxième, c'est la vulnérabilité. Oser dire « je ne sais pas », exprimer ses doutes, questionner le sens des choses et le faire à voix haute, oui, ça m'arrive. Et si la vulnérabilité, souvent perçue comme une forme de faiblesse, était en quelque sorte l'expression du courage? En tout cas, mes équipes y sont sensibles. La vulnérabilité, parce qu'elle nous aide à montrer notre authenticité, crée ce lien indispensable à la transformation intérieure, qui est la confiance en soi, que l'on appelle estime de soi, mais le lien que l'on bâtit avec les autres. Et enfin, la troisième force est ce que j'appelle la mise en mouvement. La transformation intérieure que j'ai vécue est une force dynamique, loin d'être statique. C'est une énergie évolutive qui cherche aussi à s'exprimer. Un premier pas, un premier coup de pédale, vous comprendrez l'allusion par la suite, une première décision, une première action. Dans les moments de crise, de turbulence, d'incertitude, attendre n'aide pas. Se mettre en mouvement, c'est déjà une première victoire. Le mouvement donne une expression concrète à votre transformation intérieure qui s'enrichit elle-même de l'expérience vécue. D'ailleurs, un autre chemin vous est proposé par la vie en vous faisant parfois tomber. 2014, un terrain de football, l'odeur de l'herbe, puis la douleur. Rupture des ligaments croisés. J'avais 50 ans. Et je me dis, et si le sport était fini? Le football, pour moi, c'était plus qu'un jeu. C'était avec le tennis, mon sport préféré, c'était une passion nécessaire à mon équilibre, à la fois physique et mental. C'était aussi ma maladie de Proust. Quelques semaines plus tard, sur le vélo de rééducation, j'avais connu des jours meilleurs, un déclic. Et si je sortais d'ici, si je me mettais en mouvement? C'est comme ça que le vélo de route est entré dans ma vie par la petite porte, sans objectif, sans ambition, simplement une façon d'avancer. Aujourd'hui, c'est devenu une véritable passion, berceau de belles satisfactions à la fois individuelles, collectives et riches, encore, d'exploits sportifs. J'ai retenu également 3 leçons simples. La première, c'est que la vie, ce n'est pas éviter les chutes, c'est d'apprendre à se relever. La deuxième, c'est que l'agilité, l'adaptabilité ne sont pas des compétences, c'est un état d'esprit. Et enfin, la fin n'est pas toujours la fin. Cela peut donner naissance à quelque chose d'encore plus beau. Une passion qui s'arrête, une autre peut commencer. Donc toutes ces expériences, coups d'état ou autres, accidents de la vie, faits de jeu, qu'ils soient petits ou grands d'ailleurs, m'ont appris une même chose. Une façon de piloter ma transformation sans me perdre. Pour conclure, permettez-moi de vous partager un autre changement. Un changement à venir, un changement qui me touche et dont on parle peu. Après
39 ans d'une odyssée qui m'a donné beaucoup de plaisir chez Pernod Ricard. J'y suis rentré à l'âge de 23 ans. La question de l'après se pose naturellement. Il n'y a pas encore si longtemps, le mot retraite me faisait peur, m'attristait, me paniquait. Je voyais cela comme une petite mort, disons les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, je vois les choses différemment. Ma destination, devenir un passeur. Ce que je veux faire concrètement, partager, écrire, transmettre. Alors bien sûr, je suis conscient de la situation actuelle. Un cycle se termine, mais ce n'est pas une fin, c'est une mue. Et d'ailleurs, je me suis déjà mis en mouvement dans la préparation de cet APMX et en étant ici, devant vous. Et si maintenant, la vraie question n'était pas quel est le changement qui m'attend, mais qui suis-je en train de devenir? Et vous, quand le changement frappera à votre porte, ou qu'il aura peut-être défoncé, oserez-vous réécrire votre propre odyssée? Oserez-vous devenir qui vous êtes? Merci. Merci Patrick. Et nous entamons déjà le dernier témoignage de cette session APMX. Alors parfois, une aventure entrepreneuriale commence simplement par une intuition, une idée un peu folle et l'envie de créer quelque chose qui nous ressemble. Marie et Florent Poirier ont commencé ainsi à Rouen avec une marque de maroquinerie devenue aujourd'hui bien connue, Paul Marius. Au départ, quelques sacs inspirés par les cartables d'autrefois, un univers singulier et une conviction que les objets que l'on porte racontent une histoire. Depuis, l'aventure a grandi, les boutiques se sont ouvertes, la marque s'est installée et le succès est arrivé, parfois plus vite que l'on n'imagine. Mais derrière les vitrines, derrière les collections, il y a aussi une autre réalité. Car entreprendre à deux, quand on est aussi couple dans la vie, c'est naviguer en permanence entre deux mondes. Le bureau et la maison, les décisions stratégiques et les conversations du soir, les succès visibles, mais les fragilités que l'on traverse loin des projecteurs. Ce soir, Marie et Florent ont choisi de partager cette traversée à deux voix, avec humour, gravité parfois, et surtout beaucoup d'authenticité. Une histoire d'entreprise, bien sûr, mais peut-être aussi une histoire de couple, de confiance et de ce que l'on apprend quand la vie professionnelle et la vie personnelle avancent dans le même bateau. Mesdames et messieurs, accueillons Marie et Florent Poirier, Club APM Rouen Team et Rouen-le-Grand. Une entreprise peut grandir très vite, et parfois bien plus vite que son dirigeant lui-même. Et quand ça arrive, ça n'est plus seulement à l'entreprise de se transformer, mais c'est aussi à son dirigeant de le faire. Et cette transformation, elle ne se déclenche pas parce que c'est recommandé, ni même parce que c'est logique. Non, cette transformation, elle s'enclenche uniquement quand vous êtes prêt. En fait, la vraie question n'est pas « dois-je me transformer ?», mais plutôt « suis-je prêt à le faire ?» Parce que le jour où vous êtes prêt, tout peut changer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Marie, j'ai 38 ans. Quand je rencontre Florent, j'ai 22 ans. Je suis étudiante en droit, je veux être avocate. Après 7 années d'études, je passe le concours et là j'ai le déclic. C'est pas le droit qui m'anime, mieux vaut tard que jamais. Mais finalement, moi, ce qui m'anime, c'est d'écouter, c'est de comprendre, c'est d'analyser, c'est de convaincre, c'est d'accompagner. Et finalement, j'ai pas envie de défendre des dossiers, moi. J'ai envie d'accompagner des trajectoires. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Florent, j'ai 38 ans. Et à cette époque, moi, je ne cumule pas les diplômes, je cumule les entreprises.
J'ai 2 entreprises, mais par contre, je viens juste de les fermer. J'ai la 3e déjà bien ancrée dans la tête. Et à cette époque, je n'ai pas fait... je vais vous parler de moi. Je suis en fait un pur produit autodidacte, dopé à la confiance en lui pour qui le mot impossible n'existe pas du tout. Je n'ai pas fait d'école de mode, j'ai pas fait d'école de commerce, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas parler anglais, je ne sais pas dessiner, mais pourtant j'ai une envie profonde, créer ma propre marque de maroquinerie. Alors un soir, je rentre à notre appartement et je dis à Marie, je vais te partager cette idée-là. Alors, j'imite très bien le pur produit autodidacte. J'ai une idée. Je vais dessiner un sac en cuir, je vais le faire fabriquer en Inde. J'ai repéré un atelier parce qu'il y a un vrai savoir-faire en Inde, et je vais le vendre sur Internet. Là, à ce moment-là, moi, ce dont j'ai besoin, c'est qu'on me laisse faire, qu'on me laisse aller au bout. Du coup, j'ai répondu ça. Franchement, Florent, sur le papier, il n'y a pas d'indicateur au vert. Mais qui ne tente rien n'a rien. Tu serais même capable d'y arriver. Alors vas-y, fonce. Au pire, on va retourner chez nos parents. Et là, clairement, Marie, elle ne me juge pas, elle m'encourage. Et pour un autodidacte comme moi, déjà, ça change tout. Et moi, de mon côté, je change de voie. J'intègre un cabinet de recrutement. Et là, je travaille avec des chefs d'entreprise. Des femmes, des hommes qui prennent des risques, qui portent une vision et qui doutent beaucoup plus qu'ils ne le montrent. Et moi, je les admire. Parce que pour moi, être un chef d'entreprise, c'est du courage, c'est de l'audace, et c'est accepter une certaine forme de solitude. Et moi, le soir, quand je rentre chez moi, j'ai mon chef d'entreprise dans le salon. Et ce que je vis avec mes clients nourrit Florent. Et ce que je vis avec Florent nourrit mon regard professionnel. Et là, j'observe. Je vois les fragilités, je vois les réussites, je vois les doutes. Et là, je comprends vraiment l'importance du partage d'expérience. Et au fond de moi, je sens que j'ai besoin d'aller plus loin. Alors, moi, pour le coup, j'ai vraiment pas confiance en moi. Florent, lui, doute pas. Marie, tu veux aller plus loin. Tu veux accompagner encore plus loin, plus fort tes chefs d'entreprise, tes clients. Tu quittes ton cabinet, tu crées ta boîte. Moi, je vois pas d'autre solution. Alors, franchement, quand je vois ce qu'il est capable de développer, sans parler anglais, sans savoir dessiner, sans parler français, Aussi, bon, ok, et d'accord. sans connaître l'Inde, je me dis franchement, je peux le faire, facile. Donc du coup, je me lance. Et là, je m'éclate, je me révèle, je me transforme. Et finalement, je ne suis plus seulement celle qui accompagne les dirigeants. Je deviens l'une d'eux. Alors, vous l'aurez peut-être compris, Marie et moi, nous sommes 2 entrepreneurs très différents. Moi, quand j'ai une idée en tête, je la veux tout de suite. Un nouveau projet, je fonce. Une nouvelle boutique, il faut la signer demain. Un nouveau modèle, là, c'est tout de suite, il faut qu'on le lance, absolument. Et moi, je pose des questions. Est-ce qu'on a la trésorerie? Est-ce que les équipes sont prêtes? Est-ce qu'on a envisagé les conséquences, la situation dans les 6 mois à venir? Florent, lui, il voit l'opportunité. Marie, elle voit les conséquences. Parfois, j'ai l'impression qu'elle freine. Je trouve qu'il va beaucoup trop vite. On a des discussions parfois tendues. Intense. L'eau et le feu. Florent, lui, il parle vision. Marie, elle parle structuration. Florent, lui, il veut accélérer, accélérer, accélérer. Marie, elle veut consolider, consolider, consolider. Bon, et à l'époque, clairement, c'est un problème. On pense que c'est un problème. Et en réalité, c'est exactement l'inverse. En fait, ce qui nous agace chez l'autre, c'est ce qui nous manque à nous-mêmes. Et oui, quand même. Et Moi, par exemple, si j'avais été seule, ouais. j'aurais certainement été bien plus solide. Mais j'aurais jamais osé aller aussi loin. Et moi, si j'avais été seul, je me serais peut-être développé plus vite, mais on se serait peut-être aussi écrasé plus fort. Elle est là, la première transformation. Cette première transformation profonde, elle arrive à ce moment-là, apprendre à travailler avec la différence, avec l'autre et non contre. Et en fait, c'est comprendre que cette complémentarité, elle n'est pas confortable. Mais cette complémentarité, elle est puissante. Et c'est de cette tension que va véritablement naître notre marque de maroquinerie, Paul Marius. Et là, tout s'accélère. Nous sommes les cofondateurs de la marque française de maroquinerie, Paul Marius. Nous dessinons, nous façonnons, nous commercialisons nos créations depuis 2010. D'ailleurs, à ce sujet, bravo madame, très bon choix.
Monsieur aussi. Monsieur aussi là-bas à gauche. On part d'un garage. En à peine 10 ans, Paul Marius, c'est 200 collaborateurs, c'est 41 boutiques, c'est 35 millions de chiffres d'affaires. On a ouvert pas moins de 12 boutiques dans la même année, on a recruté pas moins de 90 collaborateurs dans la même année. Chaque année, nos chiffres d'affaires doublent. On est transporté. Le TGV est lancé. On ouvre une première boutique à Rouen sur un coup de tête. 17 mètres carrés d'espace de vente. On l'agence comme ça très rapidement en 3 jours. On fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans cette boutique. C'est spectaculaire, c'est grisant, mais c'est vraiment perturbant. Et dans tout ça, on apprend tout sur le terrain avec nos équipes. On dessine, on recrute, on forme, on crée notre propre centre logistique, on gère nos shootings, la communication. On va aller jusqu'à créer une menuiserie pour faire l'agencement de notre boutique. Tout ça à Rouen avec des gens qui apprennent tout sur le terrain avec nous. Les collaborateurs qui rejoignent Paul Marius, ils recherchent une entreprise familiale. Ils sont animés par cet esprit entrepreneurial. Et nous, on a vraiment besoin d'eux. Parce que nous, on se nourrit de ces collaborateurs qui sont très engagés, qui sont vraiment polyvalents. Et c'est cette dynamique, cet engouement qui nous donne envie d'entreprendre toujours plus. Et dans cette hyper croissance, on reste indépendant. Pas d'investisseurs, pas d'actionnaires. C'est hyper important pour nous à l'époque. Alors, autour de nous, on commence à entendre « mais quel succès, quelle réussite, vous devez être très heureux ». Et c'est là que ça devient vraiment schizophrène. Parce que certains soirs, tu rentres chez toi, tu es porté par tes projets, tu es excité par tes projets, tes équipes, tu es fier de ce que tu es en train de construire. Et d'autres soirs, on est vraiment au bout. Trop de questions stratégiques, trop de responsabilités, trop de décisions importantes. Comment on se développe à l'international? Est-ce qu'on doit se développer à l'international? Comment on fait évoluer notre image de marque sans pour autant perdre notre client historique? Comment on structure une entreprise avec 200 collaborateurs quand hier encore on était à peine 50? À ce moment-là, notre entreprise, elle n'a que 10 ans et nous, on n'a que 33 ans. On n'a clairement pas du tout les réponses à toutes ces questions. On doit se transformer, mais on n'en a pas le temps. On devrait grandir, mais on n'a pas les compétences, on n'a pas l'expérience. On devrait s'arrêter pour réfléchir, mais le TGV, lui, il accélère. Alors, on est jeune, on est autodidacte, on est indépendant. Et c'est peut-être parfois, à ce moment-là, qu'on fait rentrer un fonds d'investissement dans son entreprise. Ou c'est peut-être aussi à ce moment-là qu'on la vend, son entreprise. Et non, ce n'est pas le cas pour nous, parce que quand tu as construit tout ça en partant de 0 à 33 ans, tu ne vends pas. Quand tu rêves de liberté, tu n'as pas envie de faire rentrer un fonds ou un actionnaire, clairement pas. Alors tu continues, et le TGV, lui, il accélère. Continue. Et c'est là qu'avec Florent, on comprend que l'hypercroissance, on ne la pilote pas. Cette hypercroissance, nous, on la subit. Et c'est précisément à ce moment-là qu'on va passer du « tout est possible » à « tout peut arriver ». Le Covid arrive. Du jour au lendemain, on ferme toutes nos boutiques. Plus de flux, plus de clients, plus de visibilité. Le TGV s'arrête net. Et dans cet arrêt brutal, tout ce qu'on ne voulait pas voir depuis plusieurs années se met à remonter. Là, on va découvrir les limites de l'hypercroissance, les fragilités de l'organisation, les tensions internes, les erreurs de recrutement, les responsabilités attribuées bien trop vite à des collaborateurs bien trop jeunes. On a grandi très vite, mais parfois beaucoup trop vite. Alors tout fonctionnait parfaitement jusqu'alors, vous l'avez peut-être compris, mais là clairement ça fonctionnait plus du tout. Non, parce que vient s'ajouter à tout cela une crise médiatique. Parce que c'est aussi ça la success story. On t'observe, on t'admire, on te critique, on te jalouse. Et là, on a quelques salariés mécontents qui vont s'exprimer. Les réseaux sociaux vont s'enflammer, les médias vont relayer. Et là, quand ça devient public, là, ça fait mal. Pas seulement à votre entreprise, pas seulement à vous, pas seulement à votre famille, pas seulement à vos proches, mais aussi à vos équipes. Alors là, c'est un nouveau combat qu'on entame. Un procès contre ce système des réseaux sociaux, dans lequel on peut tout balancer de manière anonyme. On peut se faire insulter, on peut se faire accuser, sans que rien ne soit vérifié, sans que personne ne soit inquiété, sous couvert de la liberté d'expression. Là, c'est un nouveau combat. Et ça vous éloigne de votre entreprise. Et comme si ça ne suffisait pas, à ce moment-là, viennent s'ajouter des situations personnelles difficiles. Et là, clairement, tu es au fond, tu as la tête sous l'eau. Oui, des épreuves compliquées.
Alors bien sûr, on avait entendu ces mises en garde face à cette situation, face à cette croissance très rapide, face à ce manque de process, ce manque de structuration. On avait fait des audits, des diagnostics, on l'avait fait tout ça. On avait fait, mais clairement, moi à cette époque, je me soucie pas. Je me soucie pas de tout ça parce que qui s'en soucie? Tout va très vite, tu doubles ton chiffre d'affaires tous les ans. Moi à l'époque, je m'en soucie pas. Ah bah toi, tu t'en soucies pas, mais moi clairement je m'inquiète. Moi je m'inquiète quand je vois un rythme qui te dépasse complètement. Bien sûr que je m'inquiète. Mais moi je sais pas comment on arrête un TGV qui est lancé à toute vitesse. Je ne sais pas comment on fait. Alors avec un peu de recul aujourd'hui, je me dis qu'on n'était juste pas prêt à écouter ces conseils. On pouvait les entendre, mais on ne pouvait pas les comprendre. Parce qu'une expérience, ça ne s'explique pas. Une expérience, ça se traverse. Et là, on traverse. Pas seul, mais à deux. Et c'est ça aussi la force du duo. Oui, parce qu'en parallèle, il y a la vraie vie. Nos 3 enfants. Notre petite fille de 6 ans et nos 2 petits garçons de 2 ans. C'est dirigeants le jour et parents la nuit. Et s'il y a bien dans tout ça une conviction très forte que l'on avait dès le début avec Marie, c'était de se dire aussi, mais il y a bien un sujet. On ne sacrifiera jamais notre vie de famille. Et ça, cette conviction forte, elle nous a quand même sauvés, tenu la tête hors de l'eau. Cette conviction, elle nous a sauvés. On reste debout, mais ensemble. Aujourd'hui, Paul Marius a 16 ans. Depuis plusieurs mois, on découvre un nouvel entrepreneuriat, celui qui te fait réfléchir, celui qui te fait grandir, celui qui te transforme. Le vrai sujet, c'est plus notre entreprise. Le vrai sujet, c'est nous. C'est Florence et moi. Le vrai sujet, c'est notre énergie, notre équilibre, notre alignement. Et le vrai sujet, c'est notre santé mentale. On a évolué. On n'est pas devenu plus fort. On est devenu plus ancré dans ce que peut être la réalité de l'entrepreneuriat. On est devenu plus lucide et certainement bien plus conscient de notre vulnérabilité. Parce que c'est ça la puissance de l'expérience. C'est que tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas véritablement comprendre. Tu peux imaginer, tu peux juger. Et désormais, c'est parce qu'on sait exactement ce que ça peut coûter de perdre sa joie, de perdre son envie, de perdre sa passion, de perdre son énergie, que plus que jamais, on est convaincu que notre santé mentale, elle est vraiment précieuse. Que notre santé mentale à tous, elle est fondamentale pour la durabilité de toutes nos entreprises. Alors ce qu'on vous partage aujourd'hui ne parlera peut-être pas à vous toutes et à vous tous. Et c'est très bien comme ça. Il n'y a aucune obligation de se transformer, disons-le nous. Non, et juste cette vulnérabilité, ce n'est pas une fragilité. Cette vulnérabilité, c'est un vrai moteur, c'est une capacité à mieux déceler les signaux faibles, une capacité à mieux comprendre ce qui se joue vraiment. Parce que finalement, quand tu traverses des choses, derrière, tu comprends bien mieux les autres, tu comprends mieux tes associés, tu comprends mieux tes équipes, tu comprends mieux le monde qui t'entoure. Et ça, aujourd'hui, c'est une vraie force. La transformation, elle ne se décrète pas. La transformation, elle s'enclenche quand vous êtes prêt. La vraie question n'est pas « dois-je me transformer ?», mais plutôt « quand ce jour viendra, est-ce que je serai vraiment prêt à l'accueillir ?» Parce que le jour où vous êtes prêt, tout peut changer. Merci l'APM. Merci. Ce que nous avons entendu nous rappelle que derrière les fonctions et les responsabilités, il y a d'abord des femmes et des hommes. Derrière les réussites visibles se trouvent toujours des moments de doute, de remise en question et de transformation. Peut-être est-ce cela que nous emportons avec nous aujourd'hui, la conviction que le leadership ne se résume pas à la performance ou au résultat, mais qu'il se nourrit d'humanité, de lucidité et du courage de se réinventer. Les décisions que nous prenons ne façonnent pas seulement nos organisations, mais elles peuvent redessiner aussi le monde que nous contribuons à construire. Un monde que nous pouvons tous, collectivement, choisir de rendre plus juste, plus serein et plus équitable. C'est précisément cela que cultive l'APM. Un lieu où les dirigeants choisissent de continuer à apprendre ensemble, un lieu où l'on vient chercher des idées, bien sûr, mais aussi du recul, de la confrontation, des regards différents et qui nous obligent à penser autrement. Merci aux intervenants pour leur sincère
témoignages, leur générosité, pour tous les coachs qui les ont accompagnés. Merci à vous tous, adhérentes et adhérents, pour votre présence et écoute. Que les récits de ce jour continuent peut-être à faire le chemin en chacun d'entre vous. Je vous souhaite maintenant une très belle fin d'après-midi, riche en rencontres, en échanges. Partageons un verre ensemble ce soir. Et surtout, avec toute ma considération, je vous souhaite à toutes et à tous bon vent.